Bonjour et bienvenue sur les plateaux de la télé de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler travail et nomadisme ou comment casser les codes du travail traditionnel en travaillant de n'importe où, mais surtout en fonction également de notre chronotype. Et oui, de plus en plus de femmes rêvent de devenir entrepreneuses, mais pas que. Elles rêvent aussi de casser les codes du travail traditionnel, de quitter des bureaux figés pour travailler depuis n'importe où en France ou même à l'étranger. Mais concrètement, on s'y prend comment? Alors, pour en parler, on va recevoir dans quelques instants notre invitée, Lorraine, qui en est la preuve vivante et qui va nous expliquer comment elle collabore à distance avec des entreprises françaises. Mais avant cela, bonjour Charlène, comment vas-tu? Bonjour Nathalie, je vais bien, merci. Et toi alors? Très bien également. On va pouvoir, donc, comme je disais, parler aujourd'hui nomadisme et travail. Donc, comment on peut travailler sans être dans un bureau fermé et fixe. Et pour cela, on reçoit Lorraine. Bonjour Lorraine. Bonjour Nathalie, bonjour Charlène. Bonjour Lorraine. Alors, on est ravis de te recevoir sur les plateaux de la télé Lyon. Donc, comme je l'ai indiqué en introduction, on va parler nomadisme, on va parler travail, mais travail différent, travail de n'importe où. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet, est-ce que tu peux te présenter justement en quelques mots? Alors, je m'appelle Lorraine Michel, j'ai 38 ans et je suis fondatrice de la société de conseil et de développement Altaem. Aujourd'hui, j'accompagne des startups, des entreprises et des individus dans leur transformation et dans leur manière aussi différente de travailler. En 2016, j'ai créé une start-up qui m'a permis justement de découvrir ce nouveau mode de travail, en remote en l'occurrence. Et depuis, j'évolue dans ce type d'accompagnement, de milieu, en mettant à profit ces nouveaux modes de travail dont on va parler ensuite. Et oui, et c'est pas évident en fait finalement de travailler de manière différente parce que depuis qu'on est toute petite, on nous dit il faut travailler en CDI, dans une entreprise, dans un lieu où on peut faire un travail et puis finalement le chez-soi ou un lieu autre n'est pas considéré comme un lieu de travail. Alors toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de quitter le schéma, on va dire, classique pour travailler, puisque aujourd'hui tu es 100% remote, tu travailles aussi souvent de l'étranger. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de changer ce qu'on nous a inculqué depuis qu'on est toute petite, on va dire? Alors, ce n'est pas tant que j'ai voulu fuir en fait le schéma classique traditionnel du salariat, c'est surtout que j'ai découvert un nouveau mode de travail qui me ressemble profondément. Quand j'ai lancé donc ma start-up en 2016, j'ai expérimenté le remote et ça a été une révélation. Vraiment, j'y ai trouvé du sens. Tantôt dans l'expérience que dans la manière de faire. On m'a formée aussi à ces méthodes de travail et j'ai surtout compris que ça correspondait à ma façon de voir les choses, de fonctionner et que par ailleurs j'ai aussi durant cette expérience eu la possibilité du coup de comparer deux modes de travail, c'est-à-dire le mode de travail en salariat, dans un bureau fermé, dans des open space, et je me suis très vite aperçue que finalement j'ai tout fait dans ces manières de travailler. Et c'est ce qui m'a permis de me dire, finalement, Lorraine, c'est ce mode-là qui te convient le mieux et ose te lancer et changer. Alors, le remote, il m'est apparu aussi comme une façon plus vivante, plus libre d'exercer mon métier, pouvoir travailler d'où je veux et parfois même de changer de décor. C'est vrai que c'est aussi ce qui m'a permis de me sentir plus alignée avec mes valeurs et mes envies. Alors bien sûr, ce mode de travail, c'est pas toujours simple. Ça demande à être très organisé, ça demande beaucoup de rigueur aussi au quotidien. Mais faire ce choix, en fait, ça a vraiment été quelque chose d'important et aujourd'hui dont je suis très contente de faire. Bon, alors justement, j'en parlais tout à l'heure. Tu travailles donc en France, tu travailles aussi de différents pays. Il y a quelque temps, tu étais par exemple en Italie. Et tu travailles donc en collaboration avec des entreprises françaises. Tu manages des personnes depuis l'étranger, donc 100% en remote, sans les voir donc en présentiel, sans être dans un bureau avec tes collaborateurs. Comment tu fonctionnes en fait au quotidien dans ce mode de travail? Parce que c'est vrai que souvent,
on l'a expérimenté, mais on l'a un petit peu mal expérimenté, je dirais, pendant le Covid. Et puis les entreprises, là, font beaucoup marche arrière en disant non, non, il faut que les gens ils viennent au bureau, il faut que les gens ils se voient. S'ils ne se voient pas, il n'y a pas de lien, ils ne savent pas travailler ensemble, etc. Et toi, tu y arrives très bien. Alors oui, en effet, je suis passée par plusieurs étapes. Déjà, pour commencer, cette aventure, elle s'est faite assez naturellement, puisqu'au départ, j'ai commencé, donc, comme vous l'avez compris, pendant plusieurs années à travailler en distanciel. Et puis, j'ai voulu tenter l'expérience en allant un petit peu plus loin, en me disant, bon, bah là, cette fois-ci, ça serait bien que tu passes le cap d'aller travailler à l'étranger. Donc au départ, j'ai commencé par expérimenter quelques jours, ensuite quelques semaines. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment de manière régulière. Alors aujourd'hui, mes clients me font confiance. Je pense que c'est aussi important de le dire. Ce mode de travail est devenu donc même une signature d'ailleurs de la société d'Altaem, puisque comme vous l'avez compris, j'accompagne des entreprises dans leur transformation. Donc ça me semblait aussi important d'incarner ce que je faisais pour pouvoir accompagner mes clients en leur montrant par l'exemple que c'était possible et que ça fonctionnait. Alors bien évidemment, quand la présence est nécessaire avec des clients, je m'arrange pour être présente, donc revenir sur le lieu de travail. Mais c'est vrai que la plupart du temps, dans l'organisation, quand on a les bons outils, la bonne méthode, tout se passe très bien et de manière très fluide. Ce mode de vie, il offre une grande liberté, mais toujours avec beaucoup de rigueur et c'est aussi beaucoup de méthodes qui permettent justement d'avoir un modèle qui marche. Bon, on reviendra un peu justement sur les outils tout à l'heure, sur les méthodes, mais est-ce que parfois tu as des gens qui disent « Ah, mais par exemple, tu étais en Italie, mais en fait tu étais en vacances ou comment tu peux travailler alors que tu n'es pas en France, etc. » Comment tu gères ce type de remarques? Et puis surtout, là, comme on va dire, tu n'as pas un bureau qui détermine ton temps de travail, comment aussi tu arrives à avoir des moments pour te ressourcer et pas 100% travailler ou pas 100% te croire en vacances? Oui, c'est vrai que c'est souvent le genre de remarque que j'ai. Tu pars encore en vacances. Mais non, je pars travailler. Je délocalise simplement mon bureau dans un autre cadre. Pour ce qui est de mon organisation, j'ai vraiment besoin de structurer mes journées. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je me fixe donc des plages horaires précises pour le travail, mais aussi avec des moments de off qui sont importants. Et pour exemple, la pause déjeuner, par exemple, moi, c'est vraiment un moment très important parce qu'il me permet aussi de créer du lien et de revenir en fait à des relations réelles, puisque le remote, ça veut dire 100% distanciel, donc des relations en distanciel et du coup, une perte aussi parfois du côté social. Je m'autorise aussi des temps, des cafés, des temps au soleil, parce que c'est aussi une manière de se dire que je prends du temps pour moi. Je commence mes journées aussi avec une séance de sport, parce que ça me permet de me dire que je consacre du temps pour moi, parce que tout le reste de la journée, je vais le consacrer à mes clients. Donc c'est vraiment des moments que je ritualise au quotidien qui me permettent du coup de m'épanouir aussi dans ce mode de fonctionnement. Parce que c'est aussi un risque, le télétravail, c'est qu'il n'y a pas de sas en fait, Bah oui. physique entre le travail et la vie personnelle. Donc c'est vraiment important aussi d'avoir un cadre qui est très clair, des règles et de planifier un maximum ses journées. À titre d'exemple, depuis 9 ans que je travaille de cette façon-là, il y a vraiment quelque chose que je m'inflige. Ça peut paraître anodin, mais tous les matins, je m'habille, je me chausse. Peu importe le cadre dans lequel je suis, mais c'est aussi une façon pour moi d'incarner ce que je fais, de renvoyer aussi une image à mes clients professionnels et de me dire, voilà, là Lorraine, maintenant, tu es en mode travail et tu n'es plus en mode... Tu n'es plus en pyjama. Tu n'es plus en pyjama, tu n'es plus en mode perso. Et ça, c'est vrai que je me l'ordonne même quand je suis chez moi. Oui, donc tu as mis en place en fait un certain nombre finalement de rituels peut-être au fur et à mesure pour être plus productive. Et puis pour vraiment te dire, ok, là je suis en mode travail, je suis chez moi ou je suis ailleurs, peu importe, mais là je suis en mode travail. Et ensuite, tu as peut-être mis aussi en place des rituels pour passer en mode décontraction. Et là, ça y est, je vais faire mon ordinateur et puis je passe à autre chose. C'est tout à fait ça, en effet. Alors c'est vrai qu'avec le Covid, il y en a beaucoup qui idéalisent le fait de travailler de n'importe où,
n'importe quand. On parle beaucoup d'ailleurs de nomadisme et notamment dans le domaine du digital, même si ce n'est pas le seul domaine qui peut le faire. Concrètement, en fait, il y a plein de compétences qui sont nécessaires, mais je pense aussi il y a une sorte de savoir-être pour pouvoir justement être suffisamment rigoureux ou rigoureuse, être aussi, le faire dans le temps, parce que le faire 3-4 jours c'est facile, mais ce qui va être plus difficile en fait, c'est de le faire dans le temps et de le tenir dans le temps et d'avoir cette régularité de te dire, bon là je me mets au travail, là je suis sur mon temps perso, etc. Pour toi, quelles sont les principales peut-être compétences personnelles que l'on peut avoir ou que l'on peut développer pour pouvoir travailler de n'importe où, n'importe quand selon toi? C'est vrai qu'on entend souvent parler, tu peux travailler de n'importe où, cette liberté, c'est génial, ce côté vacances. Et sur le papier, c'est vrai que ça peut paraître très attirant. Mais en réalité, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Le nomadisme digital demande beaucoup d'organisation. Enfin, je le redis, je le répète, parce que c'est important. Et aussi une certaine autonomie, puisqu'on n'a pas de cadre, on est livré à soi-même. Et de clarté aussi. Travailler depuis un espace de coworking dans un hall d'hôtel ou dans un café, à l'autre bout du monde, certes, c'est possible, mais ça veut aussi dire gérer des horaires, gérer des lieux, trouver les lieux en fonction des tâches qu'on aura dans la journée, s'assurer qu'on aura une bonne connexion Internet, parce qu'on ne le dit pas souvent, mais c'est aussi important, des prises électriques autour de soi. C'est clair que ça, on n'y pense pas forcément, mais les ordinateurs n'ont pas 8 heures de batterie. Exactement, donc c'est plein de petites choses en fait auxquelles il faut penser. Moi, quand j'arrive dans un pays, dans une ville, c'est vraiment la première chose que je fais, c'est-à-dire c'est un repérage des différents lieux où je vais pouvoir m'installer et travailler et adapter ma journée. Il faut donc être capable vraiment de se poser aussi des limites, c'est ce que tu disais Nathalie, pour ne pas mélanger le pro et le perso. Donc tout ça, c'est vraiment avoir une discipline. Et puis, au-delà des compétences digitales, ce qui est vraiment différent, selon moi, c'est pourquoi on choisit ce mode de travail. Parce que sinon, on risque simplement de transposer en fait, des difficultés qu'on a dans le bureau dans un autre cadre. C'est clair. Donc c'est vraiment important aussi de se dire qu'est-ce que je vais chercher dans ces nouveaux modes de fonctionnement en remote. Parce qu'en fait, ce nouveau mode de fonctionnement, il n'est pas magique. C'est aussi, comme je le disais, c'est beaucoup de rigueur. Et ce n'est pas parce que vous allez vous retrouver à l'étranger que ça va changer tout votre quotidien et ne serait-ce que votre métier. Donc le remote, en conclusion, ce n'est pas une fuite du cadre habituel, c'est simplement une autre manière de travailler. Et surtout, ça ne s'improvise pas. Ça se teste, ça s'ajuste et ça s'apprend tout simplement. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qu'on a oublié, enfin ce qu'on n'a peut-être pas eu le temps de faire sur cette période Covid, c'est d'apprendre aux gens à travailler de chez soi et à travailler dans un cadre plus personnel. Donc on a eu effectivement des personnes qui ont réussi finalement toutes seules à apprendre et à s'adapter. Et on a eu aussi pas mal de personnes qui l'ont très très mal vécu parce que finalement le cadre n'avait pas été expliqué. Du jour au lendemain on a dit allez hop, tout le monde chez soi. Et sans expliquer en fait, oui, tout le monde chez soi, mais il y a des temps de travail. Quand tu as des enfants, il y a aussi, moi ce que je répète souvent, il y a aussi beaucoup d'éducation auprès de sa famille, enfant, parfois mari, en fonction. Parce que oui, il y a des temps où on peut être dérangé, il y a des temps où non, on ne peut pas être dérangé. Et ça, c'est comme répéter 50 fois aux enfants d'aller se brosser les dents. Ça ne se fait pas en une seule fois et souvent les gens l'ont oublié, je trouve. Et il y a eu aussi pas mal d'erreurs. Alors, justement, toi, comme tu accompagnes beaucoup aussi les personnes à travailler en remote, quelles sont les erreurs les plus courantes que tu observes lorsque les personnes se lancent, ou peut-être que tu as fait d'ailleurs à tes débuts dans ce mode de travail? Alors oui, c'est vrai que j'en vois plusieurs d'erreurs, et moi-même d'ailleurs j'en ai faites. Faut reconnaître qu'au début, c'est pour ça que je dis que ça s'apprend, ça se teste et ça s'ajuste. L'une des erreurs quand même les plus courantes que j'ai vu passer, c'est de penser que le simple fait de changer de décor va tout changer. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que non, ça ne va pas tout changer. Ouais, il faut être déjà bien dans ses baskets pour pouvoir changer de décor. Et savoir... pas dire « Ah, je suis pas bien, donc je vais changer de décor ». Exactement, et savoir pourquoi on le fait. Qu'est-ce qu'on va chercher en fait dans ce nouveau mode de travail.
Donc ça, c'est la première chose. Pour avoir accompagné de nombreux managers aussi, ce que je me suis aperçue, c'est que les personnes qui souhaitaient travailler de cette manière-là continuaient en fait d'incarner des valeurs de salariat ou des valeurs bureautiques. Ça ne marche pas. On ne fonctionne pas en management en distanciel de la même manière que quand on est au bureau. Un exemple, j'ai rencontré des managers qui continuaient en fait à vouloir être dans le contrôle avec des gens en distance. Ce n'est pas possible. Donc, deux valeurs essentielles dans le travail aussi en distanciel. La première valeur, c'est faire confiance et responsabiliser aussi nos collaborateurs. Sinon, ça ne fonctionne pas. Une autre erreur aussi fréquente, c'est de tout miser sur la liberté. De se dire, ouais, c'est super, je suis dans un magnifique cadre, je vais pouvoir gérer ma journée comme je le souhaite. Non, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Vous êtes seul au quotidien. Donc, vous devez aussi gérer l'instabilité, s'automotiver. Ça vous demande quand même tous les matins, vous n'avez personne, hein, vous n'avez pas de badgeuse, vous n'avez pas votre manager qui vous dit là, il faut vous connecter, c'est l'heure d'assister à la réunion. Voilà. Donc, ça demande vraiment aussi de s'auto-gérer et puis aussi de créer du lien à distance. On n'en a plus, on est quand même énormément isolé. Je le dis, je le répète, ça fait partie aussi de ces règles de travail. Et puis, parfois, on veut aussi prouver qu'on peut tout faire. C'est-à-dire qu'on peut gérer ses enfants, ses machines à laver, ses tâches personnelles. Non, parce que en fait, vous allez vite vous épuiser et vous n'allez surtout pas être productive. Et le fait de vous éparpiller de cette manière-là, vous n'allez pas rester focus sur vos tâches professionnelles. Donc, c'est aussi une erreur quand même que j'observe couramment. Et en conclusion, j'ai envie de te dire que le nomadisme, c'est pas un lifestyle Instagram. Hein. C'est une vraie construction, c'est une aventure personnelle. Tu le disais en introduction aussi, Nathalie, hein, il faut aussi que l'entourage soit OK, aligné avec ce mode de travail, qu'on ne vous répète pas à longueur de temps que ce sont des vacances. Et après, c'est magnifique, une fois que vous avez trouvé en fait, votre mode de fonctionnement, accepter aussi qu'il y a des choses qu'il faut réajuster, c'est super. Mais voilà, il faut vraiment par contre veiller à tout ça en amont. Et c'est surtout apprendre à poser un cadre. Alors merci beaucoup pour tous ces partages. Est-ce que tu as justement toi des outils ou des méthodes qui t'aident au quotidien pour rester structurée et productive? Je sais que oui, parce qu'on en a déjà parlé. Alors les outils m'aident bien sûr, mais ça s'accompagne aussi de méthodes. Donc par rapport aux outils, donc, en effet j'en utilise quand même pas mal. Au quotidien, j'utilise notamment des messageries en ligne, donc pour ne pas les citer, un Slack, Mattermost, qui sont des messageries instantanées, qui permettent du coup de garder contact avec les équipes et d'éviter de créer des réunions sur réunions. Ensuite, j'utilise aussi des outils comme Notion, Google Drive, donc là qui permettent plutôt le travail en asynchrone, qui vont permettre de centraliser, de documenter. Et puis ensuite, plutôt sur des méthodes, ça c'est vraiment aussi important de l'avoir en tête. Les méthodes, elles vont permettre de créer du lien, de créer une certaine dynamique aussi avec les collaborateurs. Et en l'occurrence, j'en utilise 3. Le daily, ou aussi appelé le stand-up meeting. Donc l'idée, c'est de réunir en fait ces équipes sur un temps très court le matin avant de lancer la journée, ce qui permet de créer du lien, de faire en sorte que les collaborateurs se voient, puissent aussi avoir connaissance de qui fait quoi dans la journée. Ensuite, il y a une deuxième méthode, on parle souvent de cérémonie dans ces modes de fonctionnement. Ce sont des temps qui vont permettre de prendre de la hauteur. Donc on appelle souvent ça des rétrospectives. On en avait parlé lors de la journée que j'avais faite avec vous. Et puis ensuite, il y a d'autres temps qu'on appelle aussi des weekly, où là, ça va plutôt être des temps collaboratifs pour permettre en fait aux collègues, aux collaborateurs de pouvoir avoir une vision à 360 de ce qui se fait sur le projet actuel. Donc voilà, travailler à distance, ça ne veut pas seulement dire travailler seul, ça veut surtout dire aussi utiliser les bons outils et les bonnes méthodes pour faire en sorte que ça fonctionne. Et je pense que c'est une des erreurs qu'on a faites après le Covid, c'est après on a fait de notre mieux, mais on a lancé des personnes dans ce mode de fonctionnement sans leur donner, en fait, sans les outiller, sans leur expliquer concrètement ce que ça représentait le travail à distance. Parce que les directions et les managers ne savaient pas non plus. Donc tout le monde a été pourquoi Altaem aujourd'hui propose cet accompagnement, tout à fait. Bon merci beaucoup en tout cas. C'est maintenant l'heure de notre chronique. Charlène, quels sont tes conseils du jour ?
merci déjà tout d'abord à Lorraine pour son témoignage inspirant. Aujourd'hui, il est vrai que de plus en plus de femmes ne rêvent pas seulement d'entreprendre, elles rêvent aussi de flexibilité, d'autonomie et parfois même de pouvoir travailler depuis l'autre bout du monde. Mais casser les codes du travail traditionnel ne se fait pas en un coup de tête. Donc bien évidemment, nos 5 conseils du jour. Le premier, construire une activité stable avant de bouger. Et oui, parce que le nomadisme ne remplace pas un projet solide, comme l'a très bien dit Lorraine. Avant de réserver votre billet pour Bali, par exemple, assurez-vous d'avoir une offre claire, une clientèle fiable et des revenus récurrents. La liberté est encore plus savoureuse quand elle repose sur des fondations solides. Le deuxième conseil, maîtriser les compétences digitales clés. Et oui, tu l'as très bien dit aussi. Si on n'arrive pas à se connecter à un Google Meet ou à un Teams, c'est compliqué, voilà. Effectivement. Travailler n'importe où, c'est possible, à condition de savoir manier les bons outils. La communication à distance, que ce soit même en livraison, en autonomie, maîtrise des fondamentaux, du marketing digital, la gestion de projet, l'automatisation, la rédaction, etc. Plus vos compétences sont digitales, plus vos opportunités s'élargissent. C'est la base d'un travail nomade, efficace et durable. Le troisième conseil, instaurer des routines pour garder le cap. Et oui, encore une fois. Comme les enfants, oui, en fait. C'est ça. On a la routine du matin, la routine du soir. Et nous, on a la routine du travail. Exactement. Parce qu'en télétravail, on le sait, le danger, c'est de ne plus décrocher ou de ne jamais vraiment démarrer. Voilà, donc les routines sont vos repères, horaires réguliers, temps de pause, moments off. Elles préservent votre énergie et vous protègent de la surcharge mentale. Le quatrième conseil, ne pas croire que tout est facile. Et oui, mais tout est possible par contre. Travailler en voyage, ce n'est pas être en vacances. Connexion instable, décalage horaire, solitude, il y a des défis bien réels. Mais avec une bonne organisation et un état d'esprit agile, ces obstacles deviennent gérables. Le tout, c'est de ne pas se lancer avec des œillères. Le cinquième conseil, oser adapter le travail à sa vie et non l'inverse. Le plus beau dans ce mode de vie, en fait, c'est la liberté de choisir où, quand et comment on travaille. C'est une posture bien plus qu'un statut. Mais si vous ne partez pas loin, vous pouvez créer une organisation sur mesure, alignée avec vos besoins profonds. Réinventer sa manière de travailler, c'est s'autoriser à créer une vie sur mesure où le pro et le perso peuvent cohabiter autrement. Et pour finir, bien évidemment, comme d'habitude... Bien évidemment, on ne va pas oublier notre petite phrase du jour. C'est ça. Donc la petite citation aujourd'hui de Paulo Coelho. Donc pour information, c'est un romancier, journaliste et interprète brésilien. On voyage un peu, voilà. Voilà, nous aussi, allez, hop, c'est le sujet. Exactement. Et donc il disait, si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Alors à toutes les femmes qui revendiquent cette liberté de mouvement et d'impact, sachez que c'est possible et que ça commence souvent par un simple pas. J'adore cette phrase, cette petite citation pour finir. Merci beaucoup, avec Charlène. plaisir. Comme d'habitude, des conseils pour pouvoir se mettre en action et pour pouvoir commencer, si nous aussi on est intéressé par travailler un petit peu différemment, comme ce que tu fais toi depuis déjà plusieurs années. Merci beaucoup à toi d'être venu sur les plateaux de la Télé Lyon, d'avoir fait le trajet. On est ravis de t'avoir accueilli. Et puis merci bien sûr à nos auditrices et nos auditeurs qui nous regarderont là de suite ou un petit peu plus tard, que ce soit sur le site de la Télé Lyon, sur la page Facebook de la Télé Lyon ou encore sur la chaîne YouTube. À toutes et à tous, très belle journée, après-midi ou soirée, et puis surtout, au mois prochain pour une nouvelle émission de 89% féminine, l'émission de la Tribu Digitale. À très vite.